Quelle semaine mouvementée sur les cryptos, beaucoup plus que sur les marchés traditionnels. Merci infiniment d'être aussi nombreux dans les débriefs hebdo, c'est notre rendez-vous pas très conventionnel. C'est l'une des semaines les plus mouvementées sur les marchés traditionnels, enfin en tout cas d'un point de vue macroéconomique. Tu le vois, tout est dans le vert, c'est la fête. Que ce soit l'ISM manufacturier aux États-Unis, les stocks de pétrole qui sont très négatifs, donc ça veut dire qu'il y a la demande, donc c'est positif. En passant par l'ADP jeudi, l'emploi privé aux États-Unis, et même le PIB en Australie a été meilleur que prévu, 1,8%. C'est la reprise, c'est la fête, to the moon. Et vendredi, nous avons eu le NFP, Non-Farm Payroll, la stat la plus importante sur le mois. Je fais une petite parenthèse parce qu'on essaye toujours de prévoir ce qui va se passer sur le NFP avec l'ADP qui est publié 2 jours avant. Ils ne sont absolument pas calculés de la même manière. Il y en a un qui se base sur les fiches de paye, l'autre qui se base en fonction des appels téléphoniques, des retours et donc de sondages. Preuve en est, le NFP a été inférieur aux attentes. Et peut-être que les marchés ont commencé à se dire « Ouh là là, tout est dans le vert, attention, ils vont plus avoir la perfusion ». Bah finalement, ça a limite rassuré en fait en fin de semaine. Et comme la mission de la Réserve fédérale américaine n'est pas seulement liée à l'inflation, c'est aussi le chômage et l'emploi, bah finalement peut-être que les marchés se rassurent en se disant bon, hein, ça va, on va avoir notre petite perfusion encore, ça va pas s'arrêter tout de suite. D'ailleurs, le taux à 10 ans aux États-Unis, donc sur le marché obligataire, c'est plutôt calme autour des 1,65%. Stabilisation depuis maintenant plusieurs mois. C'est la définition même d'un range. De toute façon, tant qu'on ne sort pas de manière impulsive de cette zone de range, pour le moment, c'est calme. Autant d'ailleurs sur le marché obligataire que sur le marché des actions. À noter dans vos agendas, le 15 et 16 juin, ce sera le prochain discours de la Réserve fédérale américaine animé par GG, DJ GG. Mais disons que ça risque d'être pas autant la fête que ça parce qu'il y a quand même certains membres du board de la Fed qui ont commencé à parler de resserrer la politique monétaire. Alors, pas sur les taux parce que ça, ils vont rester à zéro jusqu'à... Mais par contre, les injections de 120 milliards de dollars par mois, bah, va peut-être falloir commencer à réfléchir à les baisser. Au moins... et mettre un calendrier, quoi. Préparer le terrain, préparer les marchés. C'est Patrick qui a commencé à émettre l'idée. Oui, Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie. Ça va être quand même le bon timing de commencer à réfléchir, à baisser un petit peu, là. Ouais, parce que notre bilan, il commence à arriver à 8000 milliards de dollars. Par contre, faut qu'on le fasse de manière souple, avec précaution, méthode, et surtout, on touche pas au taux directeur. Ouais, on reste à zéro, hein. Ouais. Peut-être pas non plus déconner. Et d'ailleurs, si on compare le bilan de la Fed depuis avril 2020 et l'indice Dow Jones, on voit qu'il y a quand même une certaine corrélation entre les deux. D'ailleurs, le flux entrant sur les actions n'a jamais été aussi important sur les 5 derniers mois. 570 milliards de dollars qui sont entrés sur le marché des actions. C'est plus que les 12 dernières années qu'on a eu depuis 2009, depuis la reprise, quoi. Enfin, la reprise, le marché haussier, quoi. Les plus gros flux de la semaine entrant sur le marché des actions également, de l'histoire, enfin depuis qu'on étudie ce truc-là, quoi, c'est-à-dire depuis 2002. 40% de hausse en termes de volume de transactions sur le trimestre par rapport au trimestre précédent. Et si on parle un peu marché, croissance des bénéfices estimée de 24% pour le premier trimestre, puisque les publications, elles vont arriver là à partir de la semaine prochaine. Les estimations de bénéfices sur le SP500 devraient être en hausse de 6%. La plus forte progression trimestrielle depuis le début de l'étude de FactSet en 2002. Et évidemment, les niveaux de valorisation, notamment du SP500, sont quand même relativement élevés, c'est-à-dire plus de 20 fois les bénéfices. Avant l'éclatement de la bulle internet, on était à 22, donc on en est quand même pas loin, en 2000, ouais. Donc il va être important que toutes les anticipations collent avec les résultats là trimestriels. Et si bien évidemment, hein, l'inflation n'explose pas plus que ça, donc on surveillera quand même le taux à 10 ans. Et pendant ce temps-là, ce qui explose, c'est la dette publique de tous les pays du monde, raison pour laquelle les banques centrales ne doivent absolument pas laisser s'enflammer tout ça, c'est-à-dire les taux obligataire. Tiens, en parlant d'enflammade, c'est l'heure de notre point chaud chaud chaud.
Parlons de cette société d'exploitation théâtrale, autrement dit producteur de films, chaîne de cinéma. Oui, ils vendent accessoirement aussi des pop-corn dans les salles et tout ça, hein, même si effectivement là ces derniers mois c'était quand même assez compliqué. Parlons oui d'AMC qui a pris quand même 2400% depuis le début de l'année. 2400%. Ah, elle a rien en envier aux crypto. Hein. Ah bah oui, hein, ça valait 2 balles. Ça en vaut plus de 50 $ maintenant. Nouveau record historique. Elle a réalisé quasiment 100% de performance en une seule journée. La faute à qui? À Reddit. Comme ils l'avaient fait avec GameStop à l'époque, ils ont essayé d'éclater les vendeurs là-dessus. Même combat, même effet, et ça fait très mal. Alors la boîte est en galère hein, depuis même avant le Covid, et les petits acheteurs particuliers se sont rués sur le tweet du boss qui a annoncé portion grande taille pour les pop-corn offerts pour tout le monde, pour ceux qui sont optimistes, qui aiment bien la boîte et tout ça quoi. Popcorn gratos, ça vaut bien x20 là. Et donc effectivement, plus il y a de positions short là-dessus, plus derrière ils se rachètent. Et même si effectivement c'est irrationnel, comme l'adage le dit, les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que ce qu'on est solvable. Donc voilà, hein, si on se fait des rouilles, bah on est obligé de couper la position, même si on sait qu'à un moment donné ça va baisser, donc forcément ça alimente le flux, etc. etc. Bref, et tout ceci s'est accéléré avec ce qu'on appelle un gamma squeeze. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. D'après un article de Reuters, ce serait ce phénomène qui a eu lieu sur AMC. Alors un gamma c'est quoi? C'est cette petite formule mathématique. Voilà, je te laisse 4 heures pour la déchiffrer. C'est relativement simple, c'est la dérivée seconde du prix de l'option par rapport au prix du sous-jacent. Ok. Alors c'est des options qui sont indexées sur le cours des actions, qui donnent le droit d'acheter ou de vendre à un prix futur. Et le prix des options évolue en fonction de la probabilité de l'exercice de ces options. Pour simplifier à l'extrême, quand tu vends une option, tu peux être amené à livrer l'action en question. Bah oui, hein, parce que t'as promis l'acheteur qui était en face de lui livrer. Donc, Et lorsque les prix commencent à monter et à arriver à ton prix d'exercice, bah tu commences à baliser, techniquement à te couvrir en achetant les actions derrière. Ça s'appelle couvrir sa position. Et du coup, tout a commencé à s'enflammer, les vendeurs d'options ont balisé, gamma squeeze, short squeeze, dans ton huc squeeze. Voilà, en tout cas si t'es short. Bref, Reddit a tout cassé, encore une fois. Allez tiens, restons sur le marché des actions avec la partie micro et descendons un petit peu en température avec des grosses capitalisations comme Saint-Gobain qui réalise de nouveaux records, alors pas historiques mais en tout cas depuis plusieurs années, après avoir annoncé un résultat et une marge d'exploitation record au premier semestre. Verdict le 29 juillet. Rémi Cointreau a déçu le marché. C'est moins que l'on puisse dire, hein. C'est fait dérouiller, parce qu'elle a annoncé augmenter ses dépenses en communication. Alors forcément, à court terme, ça va réduire son résultat opérationnel, mais sa stratégie, c'est d'augmenter sa présence et la consommation de Rémi Cointreau, donc autrement dit de cognac, en Asie et aux États-Unis, rien que ça. Alors bien évidemment dans le haut de gamme, hein, comme l'a fait d'ailleurs Louis Vuitton, Gucci ou encore Chanel dans leur secteur respectif. Autrement dit, le luxe. Donc, on soutient le secteur là, hein, le secteur du cognac, on y va, hein, on arrose. Avec modération quand même, mais avec soutien quand même. Hein. Et notre Tesla à nous en France, c'est Stellantis. Oui, parce qu'on avait fait une vidéo il y a quelques mois là-dessus, qui va lancer probablement une gigafactory à 1 milliard d'euros en Italie pour pouvoir faire des batteries, de l'électricité éolienne et solaire. Attends, mais c'est pas moi qui vais en parler, tiens, j'ai assez parlé. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est l'heure maintenant de laisser la parole à l'excellente, la pétillante, la pertinente. Ouais, bon, je vais m'arrêter là parce que sinon après... La tradeuse de mid et small cap, Virginie, ici parmi nous. Salut Virginie et merci à toi de faire partie aujourd'hui du débrief hebdo. Ça fait longtemps que tout le monde t'attendait. Ça va Virginie? Coucou Xavier, ça va? Bah écoute, il s'est pas passé grand chose ces dernières semaines sur les small, d'où mon absence. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à peu près sur le CAC Small? Bon alors le CAC Small par contre cette semaine il nous a fait un plus haut à 14 500 tout rond, un plus haut historique. Donc en fait la volatilité elle est revenue là les dernières semaines. Ça va, ça vient, mais on est sur des plus hauts pour l'instant, ça roule. Et on a même le CAC 40 aussi qui lui a passé les 6500 qui les tient actuellement. Donc pour l'instant ça va, ça manque un peu de volatilité, mais on va attendre que la BCE et la Fed d'ici quelques jours. On va voir s'ils nous redonnent encore un peu d'argent magique ou pas pour voir si ça continue, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. Bon, il y a quand même eu des trucs qui ont quand même bougé, notamment AB Science. Qu'est-ce qui s'est passé, cette grosse dérouille là? Oui, alors AB Science, c'était le dossier épineux de la semaine. Une déception pour les actionnaires, parce qu'en fait, ils ont dû suspendre pour le moment volontairement leurs études en cours sur leurs produits vedettes. Certes, ils ont un second produit, mais ils ont vraiment ce produit phare qui est donc suspendu à cause d'un potentiel risque en fait cardiaque.
Donc en attendant qu'ils approfondissent en fait les recherches sur le problème, le cours de l'action lui est suspendu et donc les actionnaires ils restent dans l'attente de savoir en gros si le produit va être maintenu, si ça va reprendre ou si c'est totalement à l'arrêt, et à ce moment-là pour l'action ce serait quand même je pense assez catastrophique. Voilà, donc il faudrait s'attendre à une grosse chute du titre et c'est jamais agréable quand on est actionnaire. Mais ça nous rappelle du coup que en fait les biotech dérisquées, d'après moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est assez binaire, quoi. C'est-à-dire le produit marche, fantastique, ça monte, mais si ça marche pas, c'est la déception, évidemment, aussitôt. Donc oui, on peut investir quand même sur les biotech, évidemment, mais il faut vraiment en avoir conscience. Et puis du coup adapter sa stratégie, son money management, etc. pour être plus serein. C'est pour ça que généralement quand tu es sur les biotech, il faut aussi diversifier, quoi, pas être sur qu'une seule. Exactement. Bon, ça c'était pour les mauvaises nouvelles. Maintenant, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles? Ouais, alors il y a quand même eu des bonnes nouvelles avec Katana par exemple qui a fait une belle perf suite à des bons résultats semestriels malgré la crise Covid, donc ça c'est pas mal. Katana, c'est bateau, etc. Donc bon, voilà. Après, on a eu aussi Atari ou Showroom Privé, là, ces derniers jours, qui ont fait des belles performances. Et après, on pouvait aussi remarquer sur les valeurs, en fait, pétrole, on avait CGG ou Morel et Prom, pareil, qui profitent, en fait, du pétrole et qui, alors c'est pas une explosion de folie à la hausse, mais qui montent tranquillement, en fait, et ils font partie des plus grosses hausses sur la semaine. Ah, le chien. Donc, et Morel et Prom et CGG qui font quand même partie des plus grosses hausses sur la semaine sur les mid-cap. Ok, on a parlé des mid et des small, mais est-ce que tu fais aussi un peu des big cap? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui se passent là-dessus? Alors oui, justement, il y a quelques semaines, les small, elles étaient tellement, il se passait tellement rien, franchement, alors on peut faire 2% par-ci, 2% par-là, génial. Mais j'ai vu une config qui me plaisait bien et puis surtout, il y avait plein de news en fait en cours sur Stellantis. Et du coup, j'y suis allée à 15 et quelques parce que c'était une zone importante à passer. D'ailleurs, tu l'as partagé sur IVT. Tout à fait, partagé sur IVT, on est plusieurs aides dessus, on est content. Et puis il est parti quoi. Il y avait plusieurs zones à passer, on a pris un premier TP et puis là aujourd'hui, elle est à 17 et quelques, elle continue de grimper là. Donc c'est parfait. Et donc c'est ça en fait, il y a toujours des trucs à faire. C'est-à-dire que après, on n'a peut-être pas 200 000 valeurs qui vont s'envoler en même temps. Mais faut trouver les bonnes, on se fait un plan, on patiente si on a un point d'entrée plus bas ou si c'est sur un breakout, on prend quand il passe. Puis c'est tout quoi, le plan s'il est invalidé, on stoppe tout, on prend sa petite perte. Et non mais tu viens pas, ça filme. Pour toi, ça a été plutôt une bonne semaine parce que tu étais sur les bonnes. Exactement. Il y a quand même des trucs à faire un peu partout, faut être quand même sélectif et en même temps, faut pas trop insister si ça part pas, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que partout, on voit là, il se passe rien, on peut rien faire, etc. Donc c'est vrai, c'est difficile, il se passe pas grand-chose, mais en réalité, si on est sur les bonnes valeurs, il se passe quand même des choses. Voilà. Donc moi, j'ai eu la chance, peut-être, d'être sur les bonnes valeurs cette semaine et c'est vrai que je fais une bonne semaine et c'est cool. Eh bravo à toi Virginie, merci pour ton intervention. Et puis j'espère à une prochaine. Et oui, bien sûr. Ciao Virginie. L'or et l'argent ces dernières semaines ont progressé lentement mais sûrement, en profitant notamment de la faiblesse du dollar américain. Et ils ont été tirés probablement par les achats notamment des banques centrales et le retour des flux sur les ETF. C'est d'ailleurs à peu près la seule chose qui performe vraiment. La demande d'or en Asie qui augmente, mais aussi en Chine où ça s'était calmé depuis un an. On voit d'ailleurs la dernière barre ici. Malgré ça, et on l'a déjà vu la semaine dernière, l'argent avait beaucoup de mal sous cette grosse zone de résistance. Il est maintenant passé sous sa MM20 Daily qui est en bleu. Attention donc encore une fois sur cet actif-là. L'or lui surperforme, même s'il a mis qu'une seule journée à remettre en question 3 semaines de hausse, c'était assez violent jeudi. Ça reste tout de même positif au-dessus des 1850 $. Ça peut donner une idée si tu attendais un repli pour te positionner avec du coup un niveau d'invalidation qui semble relativement clair. Le CAC 40 lui reste toujours soutenu par le secteur du luxe, au top de sa life, comme le disait Virginie tout à l'heure. Aucune invalidation à prévoir pour le moment, tant qu'on ne repasse pas en dessous, donc à très court terme, de cette MM50 H1, ici en rouge. L'indice Dow Jones, lui, tente de continuer, mais c'est très compliqué, c'est très poussif. Mais tant qu'il ne repasse pas en dessous de sa MM20 Daily, ça va. J'ai travaillé à la vente mon cher Nasdaq et ce à 3 reprises cette semaine, et ce depuis qu'il est passé sous cette zone des 13 650 points. Alors oui, j'ai dû me reprendre à 3 reprises avant qu'il donne vraiment à manger, un peu plus d'une centaine de points, avant d'avoir déjà retrouvé comme zone de soutien sa MM20 Daily en bleu. Le dollar, lui, qui a essayé de se reprendre en cours de semaine, se replie légitimement après le NFP qui a été inférieur aux attentes, parce que les marchés anticipent du coup que la Fed ne va pas resserrer les boulons. Globalement, sur les indices, tu l'as compris, et même sur le reste,
c'est pas simple, c'est poussif, haussier, certes, aucun gros signal de faiblesse pour vendre vraiment et accompagner une correction des marchés. Et ce qui est important, c'est qu'il faut avoir l'œil vraiment là où ça se passe, là où il y a des mouvements intéressants. Ne pas insister, continuer à travailler, ouvrir son champ d'action et surtout appliquer ses plans, même si on peut les jeter à la poubelle à un moment donné. Comme on l'a fait par exemple sur le Nasdaq, on avait fait une fois, deux fois, la troisième c'est reparti, on l'a respecté, on n'avait pas de conviction forte et puis à un moment donné ça a payé. Faut vraiment rester dans cette optique pour éviter de se faire lessiver en haut et en bas dans ces phases de range un peu partout. Concernant la partie crypto, alors on a fait un gros crypto hebdo mercredi qui est très complet, je t'invite à le voir si ce n'est pas déjà fait, dans lequel Rodolphe nous a fait le plaisir d'intervenir. Alors je vais pas tout refaire par respect pour celles et ceux qui l'ont déjà vu et j'espère apprécier. Le lien dans la description de la vidéo après si t'en fais pas partie. Je vais simplement actualiser ce qui a été dit. Les gros niveaux daily ont été atteints et suscitent quelques prises de bénéfices. On le voit par exemple sur l'Ethereum ou même sur les plus petites comme UOS Ultra qui après avoir pris quand même 70% depuis qu'on avait repayé autour des 23-24 centimes, a échoué sur cette zone de résistance daily des 40 centimes. C'était pas sûr que ça échoue, mais ça a été le cas. L'analyse technique sert à ça. Donc c'était mon objectif pour prendre des bénéfices et ne rester exposé plus qu'à hauteur de 50%. Le deuxième point, c'est que cette stratégie, ça permet de retravailler à l'achat sur des niveaux plus bas. Et oui, parce que si jamais il y a des replis de 20-30% peut-être qui arrivent au cours de ces prochains jours, on peut travailler des prix d'entrée et cette volatilité qu'on risque d'avoir encore peut-être même pendant plusieurs semaines, voire au-delà. On garde la stratégie haussière long terme, mais grosse volatilité à court terme qu'on essaye d'exploiter au maximum. Et troisième point très important, j'insiste encore une fois là-dessus, attention, il n'y a pas que le Bitcoin dans les cryptos. Il sous-performe depuis maintenant des mois et encore maintenant. Il n'a absolument pas réussi à donner de signaux haussiers techniques daily. Il reste sous cette zone de résistance des 40 000 $ et il n'a pris finalement que 30% depuis ses plus bas. Alors qu'il y a d'autres cryptos qu'on a pris, comme on l'a vu, plus de 50-70%. D'ailleurs, je les ai pas cités, mais on a eu par exemple Cardano qui a explosé ou encore Solana qui a fait x2 depuis ses plus bas. Donc oui, il n'y a pas que le Bitcoin, faut pas trop se focaliser là-dessus. D'ailleurs, regarde la capitalisation totale. On est dans le range et on le sait, on le savait que ça allait être volatile. Et ça risque de l'être encore longtemps. Le marché ne va pas oublier cette panique du jour au lendemain. Donc oui, il y a des choses à faire, mais pour ça, il ne faut pas avoir des œillères uniquement sur le négatif. C'est déjà la fin du débrief hebdo. La semaine dernière, vous avez tout pété. N'hésitez pas à le refaire. Hein. Oui, c'est pas grave. Hein. Pétez tout, pétez tout en like. Hein. Merci à toutes celles et ceux qui étaient présents en première. Une très bonne semaine de trading à vous et on se retrouve très vite. Et oublie pas de t'abonner, activer la cloche comme ça s'il y a des nouveautés. On a l'info, la petite notification 15 minutes avant la publication de la vidéo et hop, on est au courant et on n'est pas en retard. Et ça c'est cool. Je t'embrasse.